Bonjour chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue sur le podcast de Away We Go, le collectif de freelance qui accompagne les opérateurs touristiques dans la prod, la vente, les opérations ou encore le marketing. Je suis Alexis Ancinas, membre du collectif Away We Go et j'accompagne les acteurs du tourisme dans leur transition tech. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Alexia Lafito, cofondatrice et PDG de Mexico, tu me diras exactement comment le dire, agence de voyage locale et réceptif Mexique, mais aussi cofondatrice de Odys, qui est une solution dédiée au DMC, donc au Destination Management Company, aux agences locales, qui facilite la commercialisation des réceptifs auprès des agences de voyage. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier JetBlue, notre partenaire sur cet épisode. JetBlue est une compagnie new-yorkaise qui relie plus de 100 destinations aux US et aux Caraïbes. Ils ont un vol quotidien Paris-Boston et Paris-New York. Ils ont un service à bord au top avec Wi-Fi ultra rapide, gratuit pour tous. Et en business, en classe affaires, vous avez des portes coulissantes et un vrai matelas qui se transforme en siège. Pour l'instant, on va atterrir ni à New York ni à Boston, mais au Mexique et en France. On va parler de Mexico, on va parler de Odys, mais surtout on va parler de ton rapport à la tech, ton regard d'agent local face à la révolution que nous vivons en ce moment avec l'IA, et ton expérience de fournisseur de solutions numériques aux acteurs du voyage. Merci Alexis. Bien, après très bonne prononciation, c'est Mexico en effet. Super, merci. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on a créé du coup le DMC avec Élise, mon associé, quand on a trouvé ce nom-là, on était super contente, on était là, mais c'est le nom, notre nom il est génial, etc. Et puis après on s'est rendu compte que personne ne savait l'écrire, personne ne savait le prononcer. Du coup, on s'est rendu compte après quelques années, on s'était dit bon, c'était pas peut-être la meilleure marque, mais écoute, on l'aime beaucoup. Et pour la petite histoire, ça veut dire le lieu du nombril de la lune en langue nahuatl et maya. Et du coup, le X en langue précolombienne se prononce che. Voilà pour la petite histoire. Je ne savais pas. Merci pour ces précisions alors. Et donc Mexique, Alexia. Quel est ton lien avec le pays? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton projet, sur Mexico et sur Odys? J'ai monté en fait le DMC avec Élise, ma première associée, il y a, je crois que c'est 8 ans. Je suis arrivée il y a 9 ans au Mexique. En fait, on a commencé à se balader dans le Chiapas et c'est là où en fait, on n'était pas du tout issus du tourisme, bon, comme beaucoup de créateurs de DMC. Et voilà, on voulait promouvoir le Mexique de manière plus responsable. Donc Mexico est né avec Élise, la première associée. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, surtout pendant le Covid, on a dû malheureusement se séparer de toute l'équipe. Du coup, en fait, j'ai dû revenir en fait dans les opérations du quotidien. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait de toute la charge opérationnelle et toutes les tâches manuelles en fait qu'on avait au niveau de l'équipe, parce qu'il a fallu que je refasse tout, que je revienne un petit peu à la base. Et du coup, en fait, comme on avait un tout petit peu de volume, mais pas tellement, j'ai commencé en fait à développer moi la solution qui était la jeunesse d'Odys à l'époque. J'ai cherché beaucoup d'outils sur le marché, mais bon, classique. Soit ça répondait pas complètement à mes besoins, ou soit j'avais pas la possibilité de personnaliser les outils comme je le souhaitais. Donc du coup, j'ai décidé de commencer à le développer, et c'est là que Odys est né. Et Maëlys, ma deuxième associée, m'a rejoint sur le projet en 2023. Et on s'est associé avec plusieurs DMC. On voulait que ce soit une aventure. En fait, on voulait vraiment avoir un outil qui nous ressemble et surtout qui serve nos intérêts à la communauté des DMC. Donc, en fait, il y a plusieurs DMC qui ont rejoint l'aventure, qui ont investi dans Odys et du coup, qui nous ont permis de commencer à étendre hors Mexico cet outil, de le proposer à d'autres DMC. Ok, avant de revenir vraiment sur Odys et sur ses spécificités, quelle est... tu m'as dit que c'était en revenant dans l'opérationnel que tu as rencontré quelques challenges et que tu as décidé de monter ton propre outil. Déjà, t'es dev Non, mais j'ai appris. Et quels sont ces challenges, quels sont ces défis que tu as pu rencontrer? Qu'est-ce qui t'a fait dire que de monter un outil spécifique aux Destination Management Company, aux agences locales, était la chose à faire? Alors déjà, en fait, quand on s'est réunis avec ces DMC-là du secteur, ceux qui ont décidé d'investir dans Odys, en fait, ils partageaient les mêmes problématiques que moi. Faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 70% des DMC qui ne sont pas équipés sur le marché. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur Excel et Word? Ouais.
Ouais, c'est une réalité. D'ailleurs, moi, avant de me lancer là-dedans, j'étais sur Excel. Alors, j'avais fait un super Excel qui calculait plein de choses, mais bon, qui est pas assez. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment le déclic qui s'est fait sur la rentabilité aussi. Je me suis rendu compte que faire en sorte qu'un DMC soit rentable, c'est très dur. En fait, c'est beaucoup de services, beaucoup de choses manuelles. C'est quand même assez... c'est quand même assez à l'ancienne, quoi, finalement. Il y a beaucoup de choses répétitives, etc. Donc moi, en fait, j'ai voulu tacler ce problème-là. Et les outils qui avaient sur le marché ne proposaient pas forcément des automatisations. En fait, ils permettaient de faire un devis, de gérer les opérations, mais en fait, il n'y avait pas toute cette dimension d'automatiser des tâches répétitives, les mails automatiques, les mails de relance. Donc en fait, je me suis vraiment lancée là-dedans. Et en discutant avec des DMC autour de moi, en fait, ils partageaient exactement les mêmes problématiques. Et surtout, moi, en fait, mon besoin, c'était d'anticiper, en fait, quel va être notre rôle et notre place demain dans l'écosystème du tourisme. Parce que l'IA, maintenant, ça a quand même quelques années, même si ça va très, très vite. Et du coup, en fait, je voyais pas d'acteurs sur le marché qui anticipaient, en fait, ces besoins-là, en tout cas à l'époque, quand on a commencé au 10. Et du coup, en fait, je voulais faire partie d'un changement. Je voulais pas juste utiliser un outil qui existait déjà. Je voulais le co-construire avec un collectif de DMC et faire quelque chose, en fait, qui nous ressemble et qui répond à nos besoins. Et c'est pour ça qu'avec Odys, on n'est pas juste un logiciel. On a aussi une plateforme qui pense à la distribution. Et d'ailleurs, cette année, on va lancer l'ouverture de la création des itinéraires grâce à la prod des DMC pour les agences de voyage, pour qu'elles puissent coter directement avec la prod de nos DMC. Donc voilà, en fait, on réfléchit plus loin que juste les équiper et leur aider à gérer les opérations, mais aussi pourquoi pas distribuer, pourquoi pas ouvrir des API pour se connecter à des tours opérateurs. Enfin voilà, en fait, on veut pas juste être un logiciel, on veut répondre aux besoins des réceptifs de manière générale. Donc en fait, l'objectif, c'est de redonner plus d'autonomie aux réceptifs, de leur ouvrir de nouvelles portes sur de nouvelles opportunités business. Et tout ça via une technologie qui leur permet d'être mieux connectés, de gagner du temps, d'être plus productifs et de se concentrer sur les ventes et sur la production de voyages. Non, et accompagner aussi dans le changement de métier. Notre métier va changer demain, je pense. Il va changer... Tu peux m'en dire plus? Quelle est ta vision sur le changement? Alors, c'est ma vision, elle n'appartient qu'à moi, mais je pense que demain, j'essaie de me projeter dans 5 ans. Je suis pas sûre qu'on crée toujours des itinéraires sur mesure. Je suis pas sûre qu'on gère encore les opérations. Je pense que les opérateurs, tout le monde a entendu parler de opérateurs de OpenAI, qui est pas encore en France. Et d'ailleurs, il y a tellement de régulations que ça peut pas sortir en France. Mais je pense que ces agents-là travailleront pour nous et qu'en fait, le métier du DMC demain, ça sera faire de la prod et d'alimenter des bases de données. C'est pas très sexy, mais c'est peut-être le futur du DMC de demain. Et l'alimentation de bases de données se fait justement par l'IA, c'est un de ses rôles. Non, alors quand je dis alimentation de bases de données, c'est aller chercher la prod, le petit guide, aller chercher un guide dans la jungle, créer une expérience. En fait, après le mettre dans une base de données pour que cette base de données soit elle-même alimentée via des API soit des distributeurs, des TO, des agences de voyage, des outils qui vont permettre de créer des itinéraires automatisés. Je pense en fait que ça sera beaucoup orienté autour de la prod demain, le métier du DMC. Parce qu'on dit beaucoup que l'IA va permettre de remettre l'humain au cœur des métiers, des différents métiers. Dans le voyage, on a tendance à dire que les outils vont nous permettre d'automatiser des tâches qui sont répétitives ou qui sont pas super sexy, comme remplir des bases de données, pour permettre d'être plus dans le contact humain, donc plus dans l'échange, dans la vente, aller rechercher les informations que souhaite le voyageur pour pouvoir lui permettre de lui offrir un voyage qui lui correspond. Justement, de continuer à construire du sur-mesure, d'être toujours créatif, d'utiliser les outils pour pouvoir booster la créativité, mais pas de complètement l'annuler. De ce qu'on dit, toi, tu penses vraiment que toute cette partie communication avec le client va être entre un IA et un client, ou en tout cas un IA va déjà connaître tellement la structure même et les besoins et les envies du client qu'au final, on a plus besoin de parler à un humain pour aller chercher ces informations-là. Et que par contre, là où ça va être intéressant, c'est d'aller chiner les différents services et les différents produits qu'on peut trouver à destination. Ouais, alors il y a ça et il y a aussi, ça faisait un peu l'objet de mon post LinkedIn cette semaine, puisqu'en fait il y a aussi un autre sujet que je trouve intéressant, c'est alors déjà il y a ça, peut-être que le métier va changer, peut-être que les itinéraires vont se créer automatiquement, donc on va pas avoir nous besoin de faire ce travail de création. Les échanges humains, ça c'est une grande question et je trouve que là où c'est intéressant, c'est
peut-être que ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour avoir plus de services. Parce qu'en fait, je suis en train de me demander aussi si demain le voyage va pas devenir en fait un service de luxe, le fait de passer par une agence de voyage. Puisqu'en fait, dans toutes les révolutions technologiques, etc., tu vois, tu vas dans un hôtel de luxe. Le luxe, c'est que quelqu'un aille te garer la voiture. Et du coup, même si toi, tu peux aller te la garer et qu'il y a un parking, le luxe, c'est que quelqu'un le fasse à ta place. Ou, comme je disais dans le poste, c'est le luxe, c'est qu'on t'ouvre la porte alors que tu peux te l'ouvrir ou qu'il y a des portes automatiques. Et du coup, je me demande, peut-être que demain, le luxe, ça sera que quelqu'un te prenne en charge. Parce qu'en fait, tout sera fait par l'IA ou... Tout dépend où on met le curseur de luxe, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. La plupart des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens vont soit réserver via des agences, mais finalement, c'est des agences qui proposent des packages tout compris pas chers, donc c'est des agences qui vont chercher enfin des tours opérateurs plutôt en général, qui vont chercher à proposer des tarifs vraiment pas chers. Soit les personnes vont les réserver sur les plateformes déjà existantes, ce qu'on appelle les OTA, les Online Travel Agency, qui sont Booking.com, Airbnb pour les logements, qui peuvent être Kayak ou Ulysse pour les vols. Et finalement, les personnes qui vont pousser la porte d'une agence ou réserver via une agence en ligne une agence en ligne avec un opérateur derrière qui va permettre d'échanger au téléphone, ce sont des personnes soit qui n'ont pas le temps, donc qui ont l'argent, qui préfèrent mettre l'argent plutôt que le temps à l'organisation de leur voyage, soit qui ont de toute façon suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de faire appel à un agent. Parce qu'aujourd'hui, peu importe ce que disent les agences de voyage, passer par une agence, ça revient plus cher que si on se débrouille soi-même. Sauf si on prend des packages pas chers. Donc le luxe aujourd'hui, c'est déjà passé par une agence, c'est pas forcément... Donc tout dépend, on met le curseur du luxe. Après, ce que tu dis, c'est que le curseur va encore plus augmenter. Ouais, parce que peut-être que pour avoir... pour justifier le fait de passer par une agence demain, parce qu'en fait, on a une clientèle quand même aujourd'hui aussi qui se trouve peut-être dans un rang... plus peut-être middle, quoi, je dirais, qui va passer par une agence pour de la facilité. Mais si demain, en fait, en un clic, tu vas sur un site internet, qu'on te crée ton itinéraire, que ça check toutes tes dispos en temps réel et qu'en quelques clics, tu as ton itinéraire 100% personnalisé, prêt à réserver et que du coup, tu as un contact local. Imaginons c'est une plateforme qui met en relation avec les DMC et qui te crée tout automatiquement. Est-ce que tu vas quand même passer par le DMC pour avoir le service si c'est moins cher et plus rapide en ligne? Et du coup, peut-être que pour avoir un service avec de l'humain, peut-être qu'il faudra aller un peu plus loin que créer un itinéraire sur mesure et juste faire les opérations. C'est ça que je veux dire. Du coup, dans le service, il va falloir peut-être un peu plus se creuser la tête et aller se dire, comment j'apporte un peu plus de services sur place? Qu'est-ce que je fais de plus? Comment j'ajoute encore plus de services humains? Là où on pense qu'on fait déjà suffisamment en envoyant un roadbook et en envoyant quelques WhatsApp pendant le séjour, peut-être que demain, ça sera plus forcément assez. Parce que la valeur perçue en fonction du montant payé ne sera pas suffisante. Et du coup, c'est là où je me dis, peut-être que notre métier, il va devoir vraiment s'accentuer beaucoup plus service si on a envie toujours de capter des voyageurs qui veulent passer par une agence et qui veulent ce contact humain. Peut-être qu'ils voudront plus que de simples réservations et un simple itinéraire construit sur mesure. Parce qu'en fait, il aura peut-être sur un autre canal. Donc si je dois résumer, je pense que pour les personnes qui veulent réserver par eux-mêmes et qui veulent pas forcément chercher du luxe, vont passer par des Airbnb ou des Booking qui aujourd'hui proposent plus uniquement les logements, mais également, les hébergements, mais également les services, les transports, etc. Que ces grosses plateformes finalement vont pouvoir, grâce à l'IA, proposer, ce qu'ils commencent déjà à faire, proposer le voyage dans son intégralité. Et du coup, que les DMC vont travailler uniquement avec ces grosses agences et que toutes les petites agences vont disparaître. Et que les petites agences vont pas disparaître, que les petites agences, seulement celles ou les agences qui sont pas ces gros mastodontes qui vont perdurer, sont celles qui proposent un service plus, qui vont aller plus loin. Vrai accompagnement, une vraie expérience client qui ne commence pas au moment où on met le pied dans l'avion, mais qu'on arrive dans le pays, mais qui commence au moment j'en suis convaincue. Où on pousse la porte de l'agence. Convaincue. Ceux qui vont subsister demain, c'est ceux qui vont vraiment se questionner sur la valeur qu'ils apportent et sur le service. Parce qu'en fait, ça suffira plus juste demain de faire un itinéraire et de faire les réservations.
On est rentré assez rapidement dans le vif du sujet. Là. Je voulais passer, on va revenir un petit peu en arrière pour voir des sujets un petit peu plus légers, parce que là, on rentre dans un sujet qui est assez complexe, c'est sur la prospective où on marche un peu sur des œufs. Aujourd'hui, l'IA est déjà dans notre quotidien pour beaucoup, pas pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, on le sait pas forcément, mais en tout cas de manière proactive pour beaucoup. Aux DMC qui travaillent pas avec toi, qu'est-ce que tu leur conseilles et quels sont d'un point de vue tech, nouvelles technologies ou quels sont les outils que tu leur conseilles de prendre en main assez rapidement pour pouvoir... Du moins tech au plus tech, même si ça paraît assez basique. Je parle avec beaucoup de réceptifs et qui ont pas forcément les mêmes outils que peut-être des startups. Tu vois, ça semble bête, mais déjà un Slack pour unifier les communications, et pour centraliser, pour éviter de perdre les informations par email. Il y a vachement d'intégrations qui permettent après de recevoir des notifications. Du coup, nous, on a une intégration d'ailleurs avec Odys. Du coup, tu peux mettre des notifications sur Slack quand un voyage est vendu, quand ça passe en opération, etc. Un Notion, tu vois, ça semble assez aussi classique. Mais en fait, le Notion, il y a l'IA qui a intégré. Du coup, nous, on s'en sert beaucoup chez Mechiku. C'est notre centre de formation. C'est là où on a toute la documentation. Et du coup, dans Notion, ce qui est bien, c'est que quand tu rédiges directement la documentation et tous tes supports de formation dans des pages Notion et pas dans des documents que tu joins, après, en bas à droite, tu as un petit... demander à l'IA, et du coup tes employés, tes nouvelles personnes qui arrivent dans les équipes, en fait elles ont juste à demander à l'IA qui répond. Donc du coup ça fait gagner énormément en autonomie des équipes. Alors ça c'est des petits quick wins. Un outil moi qui m'a fait halluciner, c'est SEO Bot AI. Le SEO, c'est quand même un enjeu super important. J'avais fait plein de devis avec des free SEO. Juste, SEO, c'est le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Oui, tout à fait. Pardon, pour recontextualiser, SEO, c'est pour être positionné de manière organique dans Google, et autres moteurs de recherche. Et donc, du coup, SEO Bot AI, c'est assez dingue, parce que du coup, je ne pourrais pas écrire des articles plus quali. Ça vient crawler tout le web, c'est toute la connaissance de l'intelligence artificielle, et du coup tu peux donner en fait ton positionnement, tes clients, quelques sujets clés que tu vas aborder. Donc tu vois, pour un DMC par exemple, ça pourrait être la gastronomie en Colombie, la gastronomie de Cartagena, la randonnée en Colombie, quel temps il fait, que prendre dans ma valise, etc. Et du coup, ça rédige pour toi. Ça coûte 50 balles par mois. Et ça rédige pour toi une quinzaine d'articles. Et c'est plugué directement avec WordPress et les sites internet, les back-office qui permettent de gérer les sites internet. Et en fait, c'est une manière beaucoup moins chère et beaucoup plus automatisée, beaucoup plus scalable pour les agences de voyage et les DMC de faire du SEO et du coup de pouvoir augmenter leur trafic rapidement. Donc ça, c'est genre vraiment l'outil, moi, qui m'a vraiment impressionné. Ne vous laissez pas avoir par l'expérience utilisateur qui peut être très robotique et très geek. C'est un super outil, moi, qui m'a impressionné par la qualité du contenu qu'il propose. Et on entend souvent parler après, c'est peut-être pas forcément cette connaissance ou compétence, on entend beaucoup parler de Google qui le web et un flot de création de contenu fait par les IA, et du coup des moteurs de recherche comme Google essayent de repérer le contenu créé par l'IA pour le déréférencer. Est-ce que s'il a de la valeur ajoutée, ça je l'ai investigué quand j'ai commencé à utiliser cet outil. En fait, tu peux quand même briefer le contenu sur l'article, et si Google estime que ton contenu apporte de la valeur ajoutée pour le lecteur, en fait, il ne te le désindexe pas, ou il ne te le c'est pas désindexer, mais en fait il va pas te le pénaliser. Donc en fait, il faut t'assurer quand même que les articles, tu vois, par exemple, si tu prends l'exemple de la Colombie, tu dis quel est le climat à Cartagena, en fait, tu vas apporter du contenu à valeur ajoutée pour le user. Et cet outil est vraiment incroyable parce qu'il va te sourcer tout le web.
Et du coup, il va tout sourcer, il va te mettre des sources dans l'article, il va te mettre des liens, des vidéos. Et du coup, tu as un contenu qui est assez bluffant. Et pourquoi payer 50 € par mois quand un Perplexity ou même un ChatGPT ou un Mistral peut te donner un résultat qui est... Enfin, si tu fais un bon prompt, te donne un résultat qui Mais là, est pas tout est automatisé. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il te fait l'analyse de ton site internet, il te fait toute la taxonomie et il te propose des sujets avec des titles. Et en fait, il peut même tout te pré-rédiger sans même que tu aies à lui dire qu'est-ce qu'il faut rédiger. Okay. Et toi, si tu as une stratégie spécifique, si tu veux te positionner sur certains mots-clés, tu peux juste lui laisser un titre et lui va faire le reste. Ok. Bon, on va pas faire toute la promo de SEO Bot AI, mais intéressant. Donc, quels sont les autres outils que tu peux, ou les autres quick wins, comme tu disais, que tu peux conseiller au DMC? Être outillé. Je pense que déjà demain, c'est que ça soit un CRM, un ERP complet. Je pense que demain, ce sera... mais c'est aujourd'hui, c'est obligatoire. Même pas demain, d'être outillé de manière générale. Non, pour d'autres outils, j'avais ceux-là en tête. Ok. On voit, je rebondis là-dessus, pour certaines petites agences, petites DMC, peut-être agences locales, on voit que le coût du changement, l'accompagnement au changement pour la mise en place de nouveaux outils est parfois lourd. Et le choix... Perplexity d'ailleurs, pardon, mais oui, je m'étais noté Perplexity, on s'en sert vachement chez Meshiku. C'est différent de ChatGPT d'ailleurs. Perplexity, on s'en sert beaucoup. C'est une recherche pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est plus utilisé aux États-Unis. En Europe, on l'utilise pas trop d'ailleurs. Mais c'est un outil d'ailleurs que je m'étais noté pour en parler. Et nous, chez Meshiku, on s'en sert notamment pour compiler de l'information. Parce qu'en fait, il y a ChatGPT Search qui le propose, mais je trouve que l'expérience est meilleure sur Perplexity. Tu as des images, tu as les sources, ça te fait l'investigation et ça te recrache l'information synthétisée assez facilement. Du coup, sur des destinations peut-être un peu pointues, là je pense plus aux agences de voyage, peut-être si elles ont des questions pointues sur certaines destinations de la part des voyageurs. En fait, Perplexity peut vachement faire le taf s'il y a des recos à faire ou avoir une vue synthétique de ce qu'il faut faire dans une région, etc. Je trouve que ça marche vraiment pas mal. Je le prône pas mal même pour s'auto-former, parce que l'avantage c'est qu'il donne beaucoup de sources pour les études de marché. Incroyable. Et effectivement, pour la recherche d'informations à destination, parce que tu as des sources et c'est pas juste de l'information brute comme peut te donner ChatGPT ou même ChatGPT Search, tu as les sources aussi, mais comme tu le disais, Perplexity est quand même mieux. Ouais, l'expérience est mieux. Puis en plus, tu te mets les screenshots. Nous, on s'en sert beaucoup quand tu mets comment faire ça dans tel outil. Il te sort tous les screenshots, il te sort toute la procédure. Un bon tuto, quoi. Un bon tuto, et t'as pas besoin de te taper 10 sources pour aller vérifier comment on fait. Donc, ouais, c'est un super outil. J'avais oublié de te le partager. Super. Ouais, ce que je voulais aborder aussi comme sujet, c'est... dans la même veine, et justement dans la mise en place d'outils plus conséquents, utiliser un Perplexity, ça va rester, c'est facile parce que c'est gratuit en plus. Il faut juste aller sur l'URL perplexity.ai et faire des recherches et après geeker un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne et poser les bonnes requêtes, les bons prompts pour avoir les bonnes réponses. Mais mettre en place des outils comme un ERP, tu parlais d'ERP ou de CRM, et c'est un outil qui est beaucoup plus conséquent pour certaines petites agences. Le temps et l'argent et le frein au changement des équipes fait souvent qu'en fait les agences ne vont pas passer le pas, ou parfois celles qui passent le pas, l'expérience est tellement désastreuse soit parce qu'ils sont mal accompagnés, soit parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix d'outils. L'expérience devient désastreuse. En fait, on se rend compte qu'avec les outils existants, ça fonctionnait beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement parce que les équipes étaient ultra professionnels sur les outils qu'ils utilisent depuis tout le temps, quoi. Et que mettre en place un nouvel outil, finalement, c'était plus de complexité, du temps perdu, et peut-être perdre des bons éléments de l'équipe parce que le changement était tellement compliqué que certaines personnes préfèrent partir que de rester avec des outils qui sont pas forcément qui correspondent pas à leurs attentes et à leur façon de travailler. Est-ce que
tu as une expérience par rapport à ça? Quel est ton avis par rapport à ça? Et est-ce que toi, la mise en place d'Odys dans certaines DMC, est-ce que ça a posé des problématiques? Ah, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a la résistance au changement. De manière générale, en fait, même sur un outil simple de type ChatGPT ou Perplexity, il faut accompagner les équipes. Parce qu'en fait, même sur un outil comme ça, on peut avoir de la résistance au changement. Et même si ça semble assez bête, sur des outils simples comme ça, nous, quand on l'a mis en place dans mon réceptif chez Meshiku, on l'a accompagné de beaucoup de formations. Parce qu'en fait, tout le monde sait ouvrir ChatGPT et écrire ChatGPT, mais tout le monde ne sait pas en sortir le maximum potentiel. Prompter, comme on dit dans le milieu. Prompter, un bon prompt. Et nous, on a appris à notre équipe à faire un prompt de qualité pour avoir un résultat de qualité. Et surtout aussi leur montrer toutes les possibilités. Parce qu'en fait, il n'est pas là juste pour écrire des mails, ChatGPT. Hein. Enfin, tu peux faire vraiment beaucoup plus que ça. Donc en fait, même sur des outils assez simples, il faut vachement accompagner, il faut former. Il faut donner des exemples de tout ce que tu peux accomplir. Et d'ailleurs, on est obligé de le faire avec chaque nouveau modèle qui a ses avantages et ses forces. Du coup, même sur un outil simple, je dirais qu'il y a besoin de beaucoup de formation et d'accompagnement. Et sur un SaaS, enfin un ERP, un logiciel qui permet de tout gérer, alors là, c'est un défi d'autant plus important. La phase d'onboarding, comme on l'appelle, donc c'est la phase pendant laquelle en fait on va mettre en place le logiciel au sein du réceptif, et c'est vraiment le moment charnière. C'est vraiment le moment charnière puisque c'est le moment où on peut décrocher, on peut sentir qu'il y a un Everest devant nous. Donc nous on l'a vachement itéré cette phase-là pour en fait accompagner le plus possible les réceptifs et qu'ils ne soient pas découragés. Donc on les accompagne le plus possible. Maintenant, on a un plan d'action où on leur dit, OK, il nous faut un chef de projet en interne, il faut quelqu'un qui va porter le projet, quelqu'un qui va évangéliser, il faut impliquer les équipes au changement le plus tôt possible. Donc, il y a tout un plan d'action déjà pour intégrer les équipes dès lors de la décision de l'outil, déjà pour qu'ils se sentent partie prenante. Il faut pas il faut pas imposer des outils aux équipes. Il faut les impliquer le plus tôt possible dans le process de décision pour qu'ils fassent partie de ce changement et pour qu'ils l'accueillent. Donc en fait, on a pas mal de petites choses qu'on a mis en place. En amont en fait de la phase d'onboarding justement pour rendre cette partie la plus smooth possible parce que comme tu le dis c'est vraiment challenging et puis après nous on essaie d'automatiser le plus de choses possibles. C'est-à-dire que nous dans Odys par exemple on a mis en place déjà nous on préconise toujours la loi de Pareto, le bon vieux 80. Tu commences par 20% de la prod qui est dans 80% de tes devis. Et on commence comme ça. En fait, comme ça, on a plus l'impression d'avoir un mastodonte, un Everest à monter. Et du coup, on peut prendre en main l'outil beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Ça, c'est un vrai challenge. Et dans Odys, par exemple, on a mis en place des petites fonctionnalités qui permettent d'injecter de la donnée très très vite, utilisable le plus vite possible. En fait, la partie la plus douloureuse, c'est la base de données. C'est la colonne vertébrale d'un ERP. Donc du coup, au plus tu facilites cette partie, au plus ils peuvent prendre l'outil en main rapidement et au mieux se passe la transition. Là où ça coince, c'est quand il y a un gros travail de base de données à faire. Nous, on a intégré l'IA pour ça. Du coup, on traduit l'entièreté des bases de données dans plusieurs langues. On rédige la description de ville quand ils en ont pas. On rédige les descriptions d'hôtels quand ils en ont pas. En fait, on fait beaucoup de création de contenu pour eux, pour la complétion de la base de données, pour leur faciliter le travail. Et en plus, quand ils sont en train de faire les devis, en fait, depuis le devis, ils peuvent enregistrer, ajouter des photos, on est connecté avec Unsplash, l'IA aussi est connectée, donc ils peuvent créer du contenu, et du coup, ça vient alimenter la base de données. Puisqu'en fait, le gros challenge pour une prise en main, c'est la base de données. Et donc, du coup, en fait, on a mis plein de choses en place, justement, pour fluidifier le plus possible cette transition-là, et pour qu'il y ait une prise en main rapide. Je pose une petite question sur la base de données avant de recompléter, et de summarize, de résumer. Est-ce que dans ton outil, les agences locales, avec leur base actuelle, est-ce qu'ils sont en mesure de mettre leur PDF, leur Word, de donner tout ça à Odys et que Odys va traiter la donnée et le range dans les bases de données? Ou est-ce que tout est à rentrer manuellement aujourd'hui?
Non, là pour l'instant, ce qu'on peut rentrer et aspirer, c'est des Excel. Ok. Des Excel de base de données. Et justement, là, c'est un projet sur lequel on travaille deuxième trimestre. En fait, on va pouvoir importer tout, des PDF avec un OCR. LLM. LLM, pardon. Large Language Model. Okay. En fait, on va retravailler, on va retravailler la data et en fait, on va remplir nous la base de données en bac. Okay. À partir de quel que soit le document. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que il y avait, dans 90% des cas, ceux qui transitent, ils ont au moins un Excel. Donc, c'est quand même la base la plus importante de départ. Mais on nous a demandé beaucoup, on nous a beaucoup demandé effectivement de pouvoir importer des PDF et qu'on puisse les interpréter et les transformer en base de données. Donc, ça, c'est un travail qu'on va faire ce deuxième trimestre pour faciliter encore plus l'onboarding. Donc pour revenir à la question précédente, pour résumer, pour que les DMC mettent le pied à l'étrier, il ne faut pas vouloir aller trop vite, prendre le temps, il faut accompagner les équipes, il faut d'abord les sensibiliser, les accompagner, les former, les impliquer, leur offrir des quick wins pour ne pas qu'ils voient l'Everest devant eux, mais qu'il y ait des petites, ce qu'on appelle le quick win, c'est une action simple, rapide et efficace avec une valeur ajoutée sensible par la personne par la personne. Donc, si je dois résumer, vraiment pas aller trop vite, pas se décourager, et vraiment accompagner les équipes si on veut mettre en place des outils et si on veut du coup être à la page et pouvoir rester compétitif dans le marché, quoi. Super. Est-ce que tu as d'autres conseils sur l'implémentation des nouvelles technologies et de l'IA par les petits acteurs? Je vais parler des petits acteurs, que ce soit les agences locales ou même les agences de voyage. Non, t'as bien résumé. C'est l'accompagnement et en fait la mise en place de petits paliers intermédiaires qui représentent des petites victoires dans le process. Ouais. Enfin, tu fais des petits, comment on appelle ça, des petits runs et tu suis la méthode agile, quoi. Ok. Du coup, ça fonctionne un peu mieux. Mais on continue d'itérer, tu sais. C'est un process pour affiner, ça prend beaucoup de temps et ça dépend beaucoup aussi de la taille des réceptifs. Parce que chez Audis, on a onboardé aussi bien des petits DMC où ils sont 2-3. Du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes alignées, il n'y a pas beaucoup de différents postes ou responsabilités. Et on a onboardé des gros groupes de DMC qui ont 10-12 destinations. Puis là, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux. Il y a beaucoup de personnes alignées, il y a certains process qui sont centralisés, d'autres qui sont vraiment au niveau local. Il y a d'autres enjeux. Je crois savoir de qui tu parles. Et qu'est-ce que tu peux nous donner Est-ce que tu peux nous donner des retours d'expérience spécifiques, des exemples, des petites anecdotes par rapport à ça? Sur un petit réceptif, en général, les challenges, ça va être plus l'accompagnement humain, ça va être leur montrer comment prendre en main les outils, leur montrer comment remplir certaines informations. Ça va être assez simple, c'est juste de l'accompagnement humain sur un gros groupe. Tu vas avoir... on s'est cassé, nous, un peu la figure en apprenant. Hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend à marcher en tombant. Du coup, pas anticiper peut-être des impacts sur certaines parties du business. Quand tu dois commencer à réunir le marketing. Maintenant, par exemple, on fait un gap analysis. Donc, pour les personnes qui écoutent, c'est en gros partir du process actuel des réceptifs, analyser comment ils travaillent et analyser s'il n'y a pas de gap avec nous, le process qu'on fournit. Puisqu'en fait, quand tu fais un ERP, c'est la deuxième main du réceptif. Donc en fait, tu l'as du matin au soir avec toi et ça te permet de gérer tout ton business. Donc en fait, maintenant, ça nous est déjà arrivé parce qu'on a fait l'erreur dans le passé. On s'est embarqué dans la phase de mise en place de l'outil sans avoir analysé au préalable l'entièreté du process des réceptifs ou du groupe de réceptifs. Et du coup, au moment de la mise en place, ah ben non, on n'a pas ça, ah ben non, on n'a pas ça. Et là, on fait quoi? Et puis, c'est panique à bord puisque du coup, on n'a pas anticipé ou couvert l'entièreté des besoins. Donc du coup, maintenant, on fait ça en amont. On prend les responsables de chaque pôle quand il y en a.
On leur demande, on les analyse un petit peu dans tous les sens et du coup on dresse un peu un tableau en disant bon bah ça on le couvre pas, du coup ça c'est la solution alternative, ça on le couvre pas mais on va le couvrir sous telle date. Et du coup comme ça en fait ça facilite aussi la prise en main parce que du coup ça évite d'avoir des surprises quand on est en train de l'utiliser. Et est-ce que tu te plugs, est-ce que tu te branches à des outils existants? Typiquement, je suis pas sûr qu'Odys va faire toute la compta. Ou est-ce que ça fait la compta? Enfin, est-ce que tu peux te brancher à un Penny Lane, par exemple? Est-ce que tu te branches à est-ce que tu peux te brancher à des banques aussi pour voir les flux entrants, les flux sortants? Est-ce que tu vas pouvoir brancher Odys à quoi d'autre? À une base déjà existante, une base de données existante, à un drive, si besoin, ou est-ce que tout va être sur Odys? Enfin, quelles sont les intégrations possibles avec l'outil? On a une API avec beaucoup de data entrantes et sortantes. Donc par exemple, alors déjà on est connecté avec la plupart des lead generators, Evaneos, KimKim, Travelocal, etc. On essaie de faciliter au mieux et d'intégrer le plus de données possible pour la facilitation, en fait, de centraliser tout au même endroit. Donc, par exemple, on va aller récupérer les leads, les projets de voyage directement de ces plateformes-là. On a une API qui permet aussi d'envoyer les leads du site internet et de connecter les formulaires de contact. On a une API sortante sur les bookings et toute la donnée comptable pour aller chercher l'information et le mettre dans un logiciel externe. En fait, on va pas forcément faire toutes les intégrations, mais ce qu'on va mettre en place, c'est une API sur lequel vous pouvez vous connecter et soit prendre l'information que vous souhaitez, ou soit nous renvoyer de l'information qu'on va être capable de recevoir. Ok. Donc on a beaucoup travaillé ça c'est d'ailleurs c'est un enjeu hyper important pour nous pour Odys parce que en fait un des problèmes majeurs des DMC c'est que tout est décentralisé, tu as 1000 intermédiaires, tu travailles à des agences de voyage, des TO, des lead générateurs comme Evaneos et du coup en fait tout le monde a ses propres outils et du coup tout le monde te demande d'utiliser les outils de tout le monde. Et du coup, en fait, nous, on voulait pouvoir tout centraliser au même endroit et faciliter la gestion. Et du coup, pour ça, il faut faciliter les connexions pour éviter le maximum soit des tâches répétitives ou tout avoir au même endroit, quoi. Là, tu parlais justement des lead generators, tu as évoqué Evaneos ou KimKim. De ce que je sais, KimKim développe son outil KimKim travaille avec donc KimKim, c'est un générateur de leads américain. Ouais. Et ils développent un outil où les DMC vont rentrer toute leur base de données sur leur outil pour leur permettre de faire des cotations facilement. Le client va pouvoir payer sur la plateforme. Donc en fait, le DMC peut mettre toute sa prod sur l'outil déjà existant KimKim. Pourquoi utiliser Odys? Alors déjà, utiliser Odys, c'est important. Enfin, Odys ou un autre ERP d'ailleurs, en fait, pour centraliser toute la donnée. Parce qu'en fait, même si KimKim propose de faire, ils ont un trip planner, comme d'autres d'ailleurs, d'autres lead générateurs sur le marché. Mais du coup, en fait, nous, sur un ERP, on va gérer après toute la résa, le carnet de voyage, la comptabilité, les paiements fournisseurs. Enfin, tout est centralisé au même endroit. Donc en fait, et c'est là où c'est un enjeu ce que tu soulignes, parce que du coup, si le problème des DMC aujourd'hui, c'est qu'en fait, on vient souvent leur imposer des outils avec lesquels travailler. Et du coup, ça, c'est pas tenable. Parce que du coup, après, il faut que tu aies un staff, quelqu'un qui travaille sur telle plateforme, un autre qui travaille sur telle plateforme, un autre qui travaille avec telle agence, puisqu'en fait, chacun impose un peu de travailler avec ces plateformes. Nous, tu vois, par exemple, pour un autre exemple, on a fait une connexion avec Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, pour pouvoir recevoir les bookings directement dans Odys, les gérer et renvoyer la donnée. Donc, en fait, c'est plein de choses comme ça qu'on met en place pour éviter de dupliquer le travail. En fait, déjà, nous faire gagner du temps, mais aussi dupliquer les efforts. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de duplication d'efforts côté DMC. Donc voilà, et puis après, il y en a qui sont beaucoup plus flexibles que d'autres quant à l'utilisation de ces outils. Du coup, on compose aussi avec ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, dans le maximum, tout ce qu'on peut essayer d'automatiser ou faciliter des flux d'informations dans un sens comme dans l'autre, on essaie de le faire. Ça marche, on va revenir on va continuer la discussion tech et IA et aller et prendre vraiment du recul par rapport aux outils que tu proposes, mais plus d'une manière globale.
et avant d'aller dans la prospective, ce qu'on avait commencé à faire au début de la discussion, partir sur l'actuel. Selon toi, aujourd'hui, on l'a déjà pas mal abordé, mais pour résumer, quelles sont les fonctions humaines euh, qui peuvent être aujourd'hui remplacées par l'IA ou par les nouvelles technologies? Dans le tourisme Dans ou le en tourisme. général? Dans Dans le tourisme. Sinon, on en aurait pour très longtemps. Oh, c'est dur. J'aime pas penser à ça, mais bon, c'est quand même une réalité. Enfin, c'est dur, mais honnêtement, ça va arriver, je pense. Ça arrive déjà. Ça arrive déjà, ouais. En fait, c'est à la fois triste, mais je pense que quand on est réaliste sur ce sujet-là, on a plus capacité à rebondir, à s'adapter, et du coup, peut-être à prendre le virage qu'on a besoin de prendre. Mais bon, ouais, y en a beaucoup, des métiers, malheureusement, même un service, enfin, même un métier orienté très service, conciergerie, par exemple, bah, demain pourrait être remplacé par l'IA, puisqu'en fait, tu pourrais avoir un WhatsApp et tu as l'impression que tu parles à une personne, mais en fait, c'est pas une personne. Enfin, tu vois, c'est assez dingue ce que tu vois maintenant sur l'IA. Tu peux faire des appels visio et en face, t'as même pas un humain et t'es pas capable de le savoir, quoi, tu vois. Donc, ouais, il y a la conciergerie, il y a peut-être le travel planner. Puisqu'en fait, demain, le cœur, le nerf de la guerre pour faire un itinéraire qui correspond aux besoins d'un voyageur, c'est avoir la data. La data à la fois côté client, du coup, ses besoins, ses envies, peut-être ses voyages passés, qu'est-ce qu'il a aimé, pas aimé, peut-être comment il a noté son voyage, et du coup partir de là. Et la data côté prod, du coup fournisseur, produit, et faire matcher ça avec des itinéraires peut-être qui ont été le plus vendus, qui ont le plus fonctionné. Tu le passes dans un LLM et du coup, ça va te sortir un itinéraire qui correspond exactement aux besoins de ce voyageur et en plus en respectant la promesse du sur-mesure. Donc du coup, le travel planner. Alors je me trompe peut-être, hein, ça n'engage que moi, mais les opérations, parce que de plus en plus, ça va être automatisé. Et je pense qu'en fait, là où la carte, moi je trouve que là où on a une carte à jouer, c'est vraiment sur l'accompagnement en personne, en physique. Et je pense que c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup travailler ça d'esti sur place, parce que ça, du coup. Ça va être valorisé et du coup ça va être tellement rare que du coup ça va être encore plus valorisé. Et du coup sur la prod, aller dénicher, créer des expériences. En fait, le métier va être beaucoup plus orienté prod. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu ma vision. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc ouais, et d'autres fonctions qui sont aujourd'hui, pas forcément demain, mais vraiment déjà aujourd'hui, des fonctions humaines que l'IA peut réaliser. Quand tu dis fonction, c'est tâche? Une fonction, c'est pas uniquement. Tu parlais plus de métier. Moi, je parle d'une fonction, effectivement. Donc, après, ça peut être lié à un métier, un traducteur. Traducteur, ils ont déjà perdu leur métier. Pas tous. Comme tu parlais au début de la discussion du luxe, un traducteur qui est en physique et qui traduit, parce qu'on a besoin de ce contact humain aussi, et parce que parfois il y a des petites subtilités ou autres, j'espère perdurer. Enfin, j'espère. Après, c'est des métiers qui sont en évolution. Mais donc c'est plus sur le côté du coup traduction, le côté guide touristique aussi. Aujourd'hui, on a Google Lens. Quand on est dans un lieu, on peut prendre en photo un bâtiment, une rue, une œuvre d'art et Google te dit exactement ce que c'est, te donne toutes les informations. Pourquoi est-ce qu'on ferait appel à un guide si la technologie peut déjà nous donner les informations? Moi, là, tu vois, pour le coup, je trouve que il y a une différence quand même entre un guide touristique et un traducteur. Honnêtement, maintenant, la qualité... Bon, alors, je semble peut-être un peu catégorique, mais la traduction, selon moi, quand même, peut être largement remplacée par l'IA. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir un service ou un humain qui nous fait de la traduction. Alors, peut-être sur des métiers très pointus. Je pense que le fait d'avoir un humain peut être encore une valeur ajoutée. Sur un guide touristique, en revanche, en fait, c'est pas seulement l'information qu'on va aller chercher, c'est aussi l'expérience qu'on va vivre, le moment qu'on va partager avec quelqu'un, le rire, l'humour. Du coup, là, je trouve que quand même que l'aspect humain est quand même super important. Alors, ça dépend le type de personnalité qu'on est. Il y en a peut-être qui veulent juste les informations et basta, avoir leur Google Lens et qui leur donne les informations.
Bon, pourquoi pas après avec la réalité augmentée, tu peux peut-être créer aussi une expérience, tu vois, même si c'est 100% digital. Mais je trouve que sur un guide, ou pas forcément un guide, tu vois, nous, moi je crois beaucoup à l'expérience qu'on fait vivre aux voyageurs sur place. Et nous, tu vois, avec Mexico, au début, on était beaucoup sur oui, c'est les guides certifiés, etc. Et on y revient. Et maintenant, on fait plus rencontrer des locaux. Et en fait, tu vas boire une bière avec Raimundo, qui est fan de galeries d'art contemporain. Puis en fait, il va juste te faire passer un bon moment comme un local, tu vois. Et ça, du coup, l'IA peut pas forcément le remplacer. C'est pour ça que je crois beaucoup, moi, à l'expérientiel. Et ça, tu vois, j'ai moins de doutes que ça peut être, en tout cas, remplacé, qui va provoquer le même sentiment chez les voyageurs que l'IA. Parce que c'est pas si pragmatique. On est sur de l'émotionnel. Du coup, je suis moins pessimiste pour le coup. Je te rejoins tout à fait. Et du coup, je pense à différents guides avec lesquels j'ai pu travailler, certains qui ne donnent que l'information et d'autres qui ont des vraies personnalités. Chacun a sa personnalité, mais d'autres qui dégagent quelque chose de très fort et très humain. Et pour être guide, il faut dégager ça. Demain, enfin aujourd'hui déjà. Incroyable. Et demain encore plus. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as de nouveaux projets? Trop. Ne me lance pas là-dessus, on en a pour 1 heure. non mais trop déjà, avec les projets que j'ai actuellement, j'ai déjà assez. Okay. C'est déjà assez. Il m'occupe déjà beaucoup. Et c'est quoi les innovations que tu attends avec impatience? Dans le monde en général? Dans le monde en général. Dans le monde du tourisme en particulier, mais en général. Operator de OpenAI. Je me demande à quel point... parce que j'ai testé, moi, Browser Use, qui est une version un petit peu plus... moins aboutie que Operator, je pense, mais qui est quand même assez bluffante, qui fait des actions pour toi sur Internet. Et du coup, je sens qu'on va avoir une nouvelle révolution quand Operator va sortir en Europe, je pense. C'est sûr. C'est sûr et certain, ce qu'on appelle les agents IA, les vrais agents IA, pas les assistants, quoi. Dernière question, est-ce que on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Un conseil sur? Des étudiants dans le tourisme qui nous écoutent, est-ce que tu as un conseil à leur donner sur demain, aujourd'hui? Nous, on est dans le métier, on voit les choses qui évoluent avec les nouvelles technologies. Eux, ils sont en plein dedans et ils savent pas quel va être leur métier demain. Là, on a parlé de pas mal de métiers qui risquent de beaucoup évoluer. Est-ce que tu as un conseil spécifique à leur donner? Ils sont étudiants, mais c'est une génération du coup qui est née avec tout un tas de technologies, et je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés même que nous sur ces sujets-là. Du coup, je pense que naturellement, ils vont aborder le tourisme à travers le prisme de la technologie, et je pense que ça, c'est une vraie force. Donc en fait, qu'ils s'écoutent là-dessus, parce qu'en fait, c'est ceux qui sont les plus avancés sur ces sujets-là. Donc ils écoutent pas leurs parents, mais qu'ils s'écoutent eux. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Écoutez-vous. Très bien, et écoute, merci beaucoup Alexia pour cet échange passionnant. J'espère qu'on pourra continuer à discuter sur tout ça, parce qu'il y a 1 heure, c'est pas assez long. Je remercie également toute l'équipe du podcast, donc Marjorie, Olivier, Paul, Marie, Audrey, j'espère que j'en oublie pas, le studio WACT et Cédric pour nous accueillir ici, on est très bien accueillis toujours, et évidemment JetBlue, notre partenaire de cet épisode. Vous allez donc retrouver cet épisode sur notre réseau des pros du tourisme, sur notre site internet awayWeGo.fr, sur notre page LinkedIn aussi. Abonnez-vous au podcast dès maintenant, c'est important. Mettez-nous des commentaires, des étoiles plein les yeux, ça nous aide énormément pour offrir du contenu toujours plus pertinent. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup encore Alexia, et à très bientôt. Merci de m'avoir reçu, Alexis.